Nous passons à présent à la communication de Margot Reyraud. Après des études en art du spectacle, Margot Reyraud est doctorante à l'université Bordeaux-Montaigne depuis octobre 2016. Son sujet de thèse, À la frontière des genres, quand la drag queen réinvente le spectaculaire, est au croisement des arts du spectacle et des études sur le genre. Elle s'intéresse donc au mouvement drag queen d'un point de vue spectaculaire aux États-Unis, mais aussi en France, et plus précisément dans la ville de Bordeaux. Depuis septembre 2020, elle est à terre en section théâtre à Bordeaux-Montaigne. Sa communication s'intitule La dynamique RuPaul, de la dénormalisation au modèle, et nous lui donnons la parole. Je suis vraiment ravie de prendre part à ce colloque, donc merci de m'offrir cet espace de parole. Et donc, je vais vous parler de la dynamique RuPaul, de la dénormalisation au modèle. Donc, RuPaul est sans doute la drag queen la plus célèbre du monde, et son show RuPaul's Drag Race, dont les participantes et candidates sont des drag queens, est une des émissions de télé-réalité parmi les plus suivies. Jusque récemment, la télé-réalité n'était pas vraiment un objet d'étude digne d'intérêt en art du spectacle. Donc, divertissement, pop culture, spectacle qui qualifient ce phénomène étaient des termes assez péjoratifs. Rien de politique, rien de militant donc dans ces émissions bien trop populaires pour vouloir défendre quoi que ce soit. De plus, les drag queens à l'intersection de plusieurs discriminations, donc discriminées évidemment par le monde hétérosexuel, mais aussi au sein même de la communauté gay, où elles ont longtemps été considérées comme des folles, qui décrédibilisent la cause homosexuelle. Donc ces drag queens n'ont rien d'artiste scénique sérieuse, elles sont considérées au mieux comme un amusement nocturne. Pourtant, on pourra voir que le show américain RuPaul's Drag Race a finalement réussi à rendre populaire, à rendre pop la performance drag queen et a aussi montré de véritables artistes et performeuses. Je vais donc vous présenter ce show, vous parler de ses objectifs, de son squelette très codifié et de ses enjeux. Et par la suite, j'examinerai l'impact que ce show peut avoir sur la communauté des drag queens et sur son public. On s'intéressera aussi à des questions plus techniques de la performance drag queen, à savoir notamment la création d'une persona, d'un masque, d'une seconde peau. On verra que de cette façon, la drag queen participe à la mise en histoire de soi et que ce processus profondément ludique entre fiction et réalité tisse également les liens d'une communauté, raconte une histoire teintée de fiction empreinte d'un héritage. Je propose donc une réflexion sur le phénomène RuPaul Drag Race, sur son implantation dans la culture populaire américaine et sur la façon dont il est passé de la dénormalisation au modèle, quitte à recréer par la suite une norme drag queen, rejetant à la marge les autres formes de drag qui ne se conforment pas au modèle RuPaul. Quand j'ai commencé ma thèse il y a déjà quelques années, les drag queens s'apparentaient aux yeux du grand public à des créatures de la nuit, des danseuses de bar obscur, des amuseuses de soirée, bref, elles étaient difficilement identifiables. Les choses ont radicalement changé aujourd'hui et elles sont de moins en moins un mystère. Elles connaissent une nouvelle popularité sans précédent. C'est sans doute grâce à l'émission RuPaul Drag Race, dont la première saison eut lieu en 2009. Donc, cette émission, qui est à la recherche de la nouvelle drag queen superstar, se présente comme un show concours de télé-réalité assez classique, c'est-à-dire une émission sous forme de feuilleton qui présente à un public des candidates, des personnalités choisies. Elles sont suivies sur un temps donné et dans un lieu donné. Leurs vies sont présentées, romancées, mises en scène. Et dans ce genre d'émission, des anonymes deviennent des personnalités populaires, aimées ou détestées du public. La douzaine de participantes s'affrontent sur plusieurs épreuves emblématiques du monde drag. Et chaque semaine, une drag queen est éliminée pour qu'il n'en reste plus qu'une. Cette émission, au fil des années, donc en 2020, on comptait 12 saisons et la 13e est en préparation, a gagné en popularité pour s'afficher aujourd'hui comme une des émissions télé-réalité préférées aux États-Unis. Alors, pour avoir pour actrice principale de télé-réalité des drag queens, ce n'est pas anodin. En 2009, choisir de mettre sous la lumière des drag queens tant sur le plan sociétal qu'artistique démontre, à mon avis, une volonté de faire adhérer le public au phénomène drag hors norme, hors genre. Cette vision peut sembler un petit peu idéaliste, mais on verra que l'émission a bien réussi à créer d'une part une dénormalisation, mais aussi d'autre part un concept, un modèle. Donc, commençons par la dénormalisation, par la réappropriation. Les drag queens sont en effet les reines de la réappropriation. Elles se réapproprient dans un premier temps les normes de genre. En performant le genre, les drag queens en dévoilent le caractère artificiel et construit. Il ne s'agit pas forcément de revendiquer par le biais d'un message militant une égalité, mais leur présence sur les scènes, et dans ce cas sur un plateau de télévision, suffit à déconstruire la notion de genre.
Dans un second temps, les drag queens se réapproprient également, par le biais de la pop culture, la culture hétérosexuelle. Elles incarnent par excellence cette pop culture. Aujourd'hui, donc, le terme pop ne qualifie plus seulement le style musical, donc pop musique, et a pris un sens beaucoup plus large. Selon Richard Memto, pop est ce qui pétille, ce qui surgit, ce que l'on n'attendait pas et qui vient bousculer en fait les codes établis. La pop crée aussi de nouveaux publics liés à ses émergences artistiques, mais aussi sociales et sociétales. Richard Memto englobe sous ce spectre assez large des artistes qui font vendre, comme Lady Gaga, Britney Spears, Madonna, etc., mais aussi une partie de la culture drag queen aux États-Unis. La pop est donc ce qui a attiré les foules. Parfois, il n'y a absolument pas de raison de qualité, ni d'ailleurs de message politique, intellectuel ou autre. On se situerait donc bien au croisement de la culture mainstream et de la culture populaire. Le concept est quand même assez complexe et il n'est pas évident de faire la différence entre culture mainstream, culture de masse, culture populaire, culture pop, etc. On peut donc décider de dire que finalement la culture pop est un monstre à 1000 visages, tantôt adulé, tantôt détesté, mais rarement qualifié d'artistique ou d'esthétique. Ce qui semble par contre être significatif est que la culture pop évoluerait en même temps que son public, que l'attrait de ce dernier pour différentes formes et propositions. En fait, la culture pop suit un petit peu le mouvement. On commence un petit peu à comprendre pourquoi les drag queens en fait, sont très souvent exclues de la catégorie artiste, parce qu'entre autres, elles sont profondément pop et donc difficilement identifiables. De plus, la culture pop, la pop culture, est aussi en soi un mouvement de réappropriation. Je cite, c'est le mouvement d'ouverture aux déclassés, aux freaks, aux minorités et aux insultés qui constitue l'un des moteurs de la pop culture. Cette courte citation de Richard Memto dans son ouvrage Pop culture, réflexion sur les industries du rêve et l'invention des identités, montre bien que tout comme la drag queen propose artistiquement une renégociation et une reconfiguration des normes de genre et des codes sociaux comme esthétiques, la culture pop, le corps pop renégocie ces mêmes normes et ouvre ainsi leur champ des possibles à ce que Marianne Selka appelle des freaks, des bizarreries, des créatures, des queers. Il existe un réel besoin de réappropriation de la culture de masse chez les drag queens, qui se réapproprient tout un pan de la culture populaire afin de jouer avec, de la parodier et d'en faire une performance. Pour en revenir au show, de prime abord, l'émission RuPaul Drag Race se présente comme un show de télé-réalité classique, mais ce qui diffère de ces émissions classiques, justement, sont les participantes à ces émissions, donc les drag queens. Ces artistes de scène, donc, qui jouent sur la pratique du travestissement spectaculaire. A priori, RuPaul's Drag Race n'est pas la première émission à faire participer des artistes, à vouloir trouver the artiste. Et pourtant, il est souvent compliqué donc de faire admettre la drag queen au rang de véritable performeuse. Je l'ai dit précédemment, la drag queen est donc celle qui, indépendamment de son sexe et de son genre, fait de la féminité une performance. En cela, la drag queen crée de par son esthétique et sa performance un moment théâtral empreint de jeu. Ensuite, si la drag queen parodie les normes de genre, elle parodie aussi ces émissions de télé-réalité appartenant au départ à la culture hétérosexuelle. Le terme parodier est finalement assez ambigu car on lui associe souvent un caractère péjoratif. Parodier, c'est partir d'un élément sérieux et limité à des fins souvent comiques qui fait ainsi ressurgir le ridicule de l'objet ou de la personne. Pourtant, la parodie, c'est aussi trouver dans l'objet choisi une qualité certaine. Et c'est ce qu'écrit Richard Memto. Donc, pour parodier, il faut reconnaître au préalable une certaine valeur au matériau parodié, ne serait-ce qu'une certaine difficulté dans l'imitation, même s'il s'agit de parodier quelque chose que l'on n'aime pas, faute de quoi le parodieur n'aura pas l'occasion de prouver son talent. Donc, les drag queens, et notamment celle de RuPaul, se positionnent dans cette idée-là. RuPaul voue un véritable culte à la pop culture. Il n'est jamais question de ridiculiser, mais plutôt de sublimer. Les drag queens, donc, doivent avoir une très bonne connaissance de la culture pop. On voit déjà ici que tout en opérant une dénormalisation d'un côté, l'émission recrée aussi des normes drag auxquelles doivent être rattachées ces drag queens. Je vais maintenant revenir sur le squelette de l'émission, qui nous permettra d'avoir une vue d'ensemble sur ce qu'une drag queen de RuPaul Drag Race est et de l'image à laquelle en fait, elle doit coller. Donc au début de chaque saison et émission, quand les drag queens entrent une par une dans la salle de préparation, leur entrée est très théâtrale, elle est même assez spectaculaire. Cette mise en scène donne ainsi l'impression que les drag queens, une par une, entrent sur une scène de théâtre et non pas sur un plateau de télévision. Le but pour ces drag queens est d'avoir à chaque fois un costume plus démentiel afin d'impressionner. Avec cette entrée, on présente sa persona, on présente son alter ego drag.
Mais le costume ne suffit pas. L'attitude est primordiale. Il faut avant tout être sûr de soi, être féroce, ce qui est appelé fierceness, montrer que son look, très codifié, est donc aussi le plus clinquant. Depuis la saison 5, les drag queens doivent écrire leur entrée avec un petit texte, une réplique, qui dévoile un peu de leur personnalité et souvent un mouvement de danse qui est associé. Ces répliques sont censées impressionner le téléspectateur, mais aussi et surtout les autres candidates. À ces présentations théâtrales sont juxtaposées des images des drag queens ensemble et les commentaires de chacune d'elles qui sont enregistrés a posteriori sur ce qui s'est passé. Donc ça, c'est un procédé qui est assez typique d'une émission de télé-réalité. Et ici, chaque participante vient parler de son look et de sa persona, désincarnée de son rôle. Elle parle de sa drag queen au spectateur. Elle lui décrit son caractère, son style et sa démarche. Ce qui est assez frappant dans ces apartés est qu'en fait, les drag queens, sans costume ni maquillage, sans personnage, en fait, sont parfaitement méconnaissables. Il est très difficile de faire le rapprochement entre leur persona et leur personne. Les deux personnalités n'ont pratiquement plus rien en commun et plusieurs visionnages d'épisodes sont souvent nécessaires aux spectateurs pour pouvoir identifier l'acteur de la drag queen. Ce qu'on peut aussi remarquer avec ces apartés, c'est qu'ils parlent de leur drag queen à la troisième personne et donc en parlent comme d'un personnage de théâtre. Cette frontière entre persona et individu est mouvante car il arrive que ces drag queens changent régulièrement de pronom, passant du je au elle, perdant ainsi le spectateur entre persona et véritable identité, ce qui complique l'identification de l'acteur et du rôle, s'il y a véritable identité. Elle peut être très drôle, elle peut être très méchante, très belle, comme une poupée, bonne danseuse, bonne showgirl, bonne couturière pour la confection des costumes, le mieux étant de maîtriser presque tous les domaines. Être drag queen pour RuPaul's Drag Race, c'est avant tout adopter la conduite nécessaire à l'exercice. Donc les qualités comme le charisme, l'originalité, le sang-froid et le talent forment un petit peu le combo gagnant et sont plusieurs fois répétés tout au long de l'émission comme un mantra. Ces normes drag queens sont très calquées sur les normes de genre qu'on associe aux femmes. Donc savoir coudre, être belle, savoir danser, être charismatique. Bref, on a presque l'impression de se retrouver devant une page de pub des années 70 pour la dernière machine à coudre Singer. Et même si je pense que cette revendication d'une artificielle féminité est à prendre au 6e degré, il n'en demeure pas moins que même en se réappropriant des normes, l'émission recrée également un schéma hétérosexuel, normé, dont il est parfois difficile de s'affranchir et qui exclut de fait toute autre drag queen qui ne se reconnaît pas dans ces codes-là et la fait ainsi passer pour marginale. Ensuite, on pourrait découper le show en deux parties bien distinctes. Donc, la première partie est celle où les drag queens sont soumises à des petits défis qui vont leur permettre d'exercer leur talent. Et la seconde partie de l'émission est la plus importante, c'est l'épreuve finale. Épreuve finale de chaque épisode. C'est le moment où les drag queens défilent après avoir travaillé pendant plusieurs jours, parfois, sur un thème imposé. Donc, elles proposent leur création et leur défilé à un jury. Cette dernière partie est aussi celle où apparaît la drag queen RuPaul. Elle prend place parmi le jury qu'elle préside. À cette occasion seulement, RuPaul vient avec sa persona. Elle est donc une drag queen très grande, le plus souvent avec une perruque blonde flamboyante et une robe de paillettes et de brillance. Elle ne laisse vraiment aucune chose aux autres candidates de la surpasser. Elle arbore toujours un grand sourire figé, les dents ne se touchent pas et elle fait éclater son sourire comme pour rythmer chaque séquence. Cette seconde partie laisse donc la place au runaway, puis au lip sync et enfin au temps de l'élimination. Le runaway, donc le défilé, et le moment ultime où l'on montre son costume drag. Souvent, les drag queens ont dû respecter un thème qui a été imposé, donc par exemple, quel est ton signe du zodiaque. Elles sont donc jugées par un jury sur leur capacité à avoir respecté le thème, ainsi que sur la qualité du costume drag queen. C'est un ensemble, donc il y a costume, maquillage, accessoires, attitude. Et le runaway est tellement important qu'il clôture en fait chaque émission. C'est l'une des deux épreuves obligées. Chaque drag queen défile donc une par une, puis sont jugées par les membres du jury. Certaines sont sauvées, d'autres sont qualifiées comme gagnantes de l'épreuve. Et enfin, les deux dernières sont envoyées en épreuve de la dernière chance, autrement dit, le lip sync for your life. C'est toujours RuPaul qui décide quelle drag queen va en dernière chance. Les autres membres du jury peuvent donner leur avis, mais finalement, RuPaul est toujours la seule à décider. Là où d'autres émissions de télé-réalité demandent un vote du public et un choix pris par l'ensemble des juges, ici, RuPaul se fiche parfaitement des conventions et chaque décision est prise uniquement par elle. Jusqu'à la dernière émission qui délibère entre les 3 dernières drag queens encore en lice. Il y a quelque chose d'assez ironique dans cette façon de procéder, car la décision absolument partiale ne peut être contestée. RuPaul's Drag Race s'apparente à une dictature avec à la tête un despote aux cheveux peroxydés.
Alors que toutes nos sociétés occidentales semblent être des démocraties et s'en défendent ainsi, l'émission de RuPaul, vue comme un microcosme, va à l'encontre des règles établies et devient tyrannique. Pour le coup, sur ce point, elle se détache des normes de télé-réalité. Il est bien évident que je grossis un petit peu les traits de la situation et en qualifiant l'émission de dictature, mais il n'en demeure pas moins qu'elle se détache des normes de télé-réalité en devenant à ce point-là tyrannique. Et l'émission reprend en son sein tous les codes d'une émission de télé-réalité pourtant classique et se démarque en ironisant le propos. Ici, le spectateur n'est pas questionné, n'est pas impliqué. RuPaul est la mère des drag queens et cette émission est son œuvre, elle en est la reine. Il n'y a donc aucune raison qui s'oppose à son règne total. Elle est parfaitement légitime de choisir qui reste ou qui part. Je passe maintenant à la dernière épreuve de chaque émission, mais pas des moindres, donc le lip-sync. Elles ne sont plus que deux et c'est leur dernière chance pour sauver leur place dans l'émission. Comme l'écrit Richard Memto dans son ouvrage, le lip-sync est un playback qui privilégie la synchronisation parfaite des lèvres et des attitudes avec les paroles et la chorégraphie de la chanson. Donc, dans le monde artistique de la drag queen, cet exercice de style s'apparente à un véritable jeu de scène, une performance physique et visuelle devenue pour ainsi dire le passage obligé de toute performance drag queen. Le lip-sync est donc l'épreuve drag par excellence. Elle permet de montrer l'entièreté de son talent. Non seulement elles sont deux à s'affronter sur le podium, mais elles doivent aussi impressionner le jury. Ils font donc respecter les paroles, chaque mouvement de lèvres, mais aussi proposer une chorégraphie assez impressionnante qui peut passer par le striptease, souvent très apprécié, mais aussi par des mouvements difficiles à réaliser physiquement. L'épreuve finale de chaque saison, qui départage les deux drag queens, est également un lip-sync. Il est donc impossible de passer à côté de cet exercice, comme il est impossible de devenir la prochaine drag superstar si on ne le maîtrise pas parfaitement. RuPaul's Drag Race agence donc tous les codes d'un show drag queen exemplaire, de la préparation à l'exécution, tout est millimétré, codifié et donc aussi normé. J'ai parlé de certains codes et d'une partie du squelette de l'émission et on a pu voir que les drag queens pop de RuPaul annihilent certaines normes, non pas par le biais d'un message militant véhiculé, mais en proposant simplement leur présence performative, extraordinaire, visuelle et télévisuelle à une masse de spectateurs. Et pourtant, la drag queen de RuPaul et son émission appartiennent à deux mondes a priori antagonistes, donc les drag queens et la télé-réalité. Pour comprendre et connaître l'émission de RuPaul, il faut maîtriser les codes de la télé-réalité auxquels tout jeune d'aujourd'hui est initié depuis le plus jeune âge, mais aussi les codes des drag queens, qui sont des codes hérités en partie des Balls de Paris is Burning, mais aussi d'un vocabulaire dont je n'ai pas parlé ici, mais qui participe grandement à la codification de l'émission, lié au monde des drag queens en général. Cette codification est à double tranchant. Elle engendre, comme je le disais précédemment, le sentiment d'appartenir à une communauté si l'on en maîtrise les codes, mais aussi une forme d'exclusion si ces codes-là ne nous sont absolument pas familiers. Comme tout jeu, donc, RuPaul's Drag Race répond à des codes et crée une communauté. Aurélien Fouillet, dans son écrit L'Empire ludique, écrit que le jeu est un processus de fondation du monde et d'une communauté et de notre rapport à eux, et qu'il nous fait aussi exister aux yeux du monde et du groupe. De la même façon, RuPaul et son émission permettent une forme d'identification à un processus ainsi qu'à un groupe, ce qui est le cas pour les regardants, donc les téléspectateurs ou les téléspectatrices, et les regardés, les candidates de l'émission. Je n'ai pas rencontré une seule drag queen aujourd'hui qui ne m'a pas parlé de cette émission. Pour la plupart, elles ont même commencé le drag grâce au succès et à la visibilité de cette émission. Vous avez peut-être remarqué d'ailleurs qu'à plusieurs reprises, je parlais de la drag queen de RuPaul comme si elle s'apparentait à une sorte d'entité. Pourtant, dans la même idée que la pensée queer ne considère pas que l'identité sexuelle est stable et donc d'essentialise le genre, je pense que l'identité de la drag queen n'est elle non plus pas stable et que par conséquent, il n'existe pas d'essence de la drag queen, mais une multitude de modèles et d'identités drag. Même si on ne peut pas faire de généralité et que de fait, il est compliqué de parler de la drag queen en général, il semblerait maintenant qu'il existe chez RuPaul une sorte d'essence, un modèle. Nous pourrions aussi bien dire que RuPaul a réussi à créer un classique de la drag queen qui peut être aussi très controversé. D'abord et avant tout, l'une des premières règles de la drag queen de RuPaul's Drag Race, c'est qu'elle doit être absolument glamour et sexy. C'est pourquoi dès qu'une drag queen s'éloigne un peu de ses concepts du glamour, elle est recadrée ou éliminée.
L'étrangeté Reste peut 2 avoir ça. minutes. Si elle côtoie de près la beauté et le sexy. Donc, c'est un concours, il y a donc nécessairement des critères à respecter, des cases dans lesquelles on doit rentrer et s'écarter du sujet, c'est se placer nécessairement sur un siège éjectable. Ce qui peut constituer en soi une des limites de l'émission de RuPaul et c'est sur quoi il est notamment vivement critiqué. Il est reproché à RuPaul de restreindre l'image de la drag queen à un modèle qu'il a érigé en classique. Il a par exemple été accusé d'être transphobe à la suite de propos qu'il a tenus dans certains journaux et émissions au sujet d'une drag queen, Peppermint, qui avait participé à l'émission et qui par la suite avait entamé une procédure de changement de sexe. Et à la suite de ce propos, RuPaul a dû intégrer une drag queen dans une de ses émissions. Une drag queen transgenre dans une de ses émissions. RuPaul est donc la mère des drag queens, cette émission est son œuvre, et donc elle se positionne comme la gardienne de l'image de la drag queen, héritée d'une tradition, s'il a déjà existé une tradition de la drag queen. Donc, la drag queen de RuPaul diffuse une image d'elle-même assez idéalisée, difficile à atteindre, ce qui ne devrait pas forcément constituer une fin en soi. Parmi la centaine de drag queens qui est passée chez RuPaul, beaucoup sont devenus des modèles et des inspirations pour de nombreuses jeunes drag queens, mais elles peuvent aussi faire oublier que d'autres drags en dehors de ces cases existent et que leur travail n'en est pas moins intéressant. Si l'émission a donc développé un classique de la drag queen, qui est pour beaucoup un modèle, c'est aussi à cet endroit que d'autres se démarquent pour proposer d'autres performances qui ne sont pas calquées sur le modèle RuPaul's Drag Race, même si certains codes sont tout de même récupérés, comme les 2 exercices dont j'ai parlé, le lip-sync et le runaway. Frida Kahlo, une drag queen bordelaise, parle de ces drag queens souvent aussi reines d'Instagram, je la cite. Les drag queens d'Instagram qui participent à cette émission véhiculent une image de la drag queen presque inatteignable. Et puis, c'est un échantillon très, très réduit de la drag queen, un peu comme les images de femmes dans les magazines. C'est assez déprimant parce qu'à côté, j'ai l'impression de faire des choses nulles. Cette citation témoigne du fait que l'émission RuPaul's Drag Race, en produisant un classique de la drag queen, ostracise de fait toute autre forme de performance drag. De plus, les spectateurs de cette émission, s'ils ne sont pas attentifs à ce qui peut se passer sur leur territoire en termes de performance drag, peuvent avoir une image assez exclusive de cette forme artistique. L'émission RuPaul Drag Race est une de ces histoires, une des maternités des drag queens, la plus connue, qui petit à petit a réussi à instaurer une image populaire de la drag queen. Nous avons pu voir à cette occasion que la drag queen est une artiste absolument complète, maîtrisant à la fois le jeu de scène, la danse, le chant, la couture, la mode, l'humour, etc. Pourtant, la codification très stricte de l'émission codifie aussi l'image des drag queens, quitte à en faire des modèles et donc à recréer une norme. Ce que nous pouvons retenir, c'est que les drag queens performent sur l'artificialité du corps. C'est également en cela qu'elles sont pop, en créant une autre identité, débarrassées de toute notion de norme ou de réalisme qu'elles érigent sur de multiples scènes et parfois même dans des cadres plus quotidiens. Les drag queens, devenues maîtresses dans l'art de la réappropriation, proposent paradoxalement des personas assez singulières, savantes fusions de leur propre personnalité et de fantasmes, de chimères qui, comme RuPaul, peuvent devenir mythiques. Merci beaucoup Margot pour votre fabuleuse présentation.